Bonjour, bonjour, bienvenue à ce webinaire officiellement. Ça y est, je lance la séance, c'est fait. Donc, bienvenue au webinaire sur le programme FRQ Anticosti. On va aborder les deux volets, je le dis d'emblée, là, il y a un volet qui est doctoral, il y a un volet qui est postdoctoral. On va couvrir les deux. Mais sachez bien que le contexte, qu'est-ce qu'Anticosti, les recherches et tout ça, ça s'applique aux deux. Donc, vous allez voir que la majorité de ce qui va être dit aujourd'hui va s'appliquer aux deux volets. C'est les technicalités plus administratives qui vont être abordées en fin de webinaire. Qui vont peut-être différer. Donc oui, je répète qu'on est enregistré aujourd'hui. On veut prendre la peine d'enregistrer le webinaire pour que tout le monde qui est intéressé à Anticosti, qui est intéressé à la recherche, puisse consulter cet enregistrement-là. Donc voilà, mais on va l'arrêter avant la réponse aux questions. On peut peut-être déjà montrer le PowerPoint qu'on a préparé pour vous. Vous allez voir, on a plusieurs invités avec nous. Je vais vous montrer ça sur ce qui est planifié. Donc voilà, on va y arriver avec notre ordre du jour. Juste pour se situer un peu, vous allez voir, je ne prendrai pas trop de temps sur l'ordre du jour. Alors aujourd'hui, essentiellement, là, on veut vraiment essayer de présenter Anticosti. Je pense que c'est vraiment pas tout le monde qui connaît Anticosti en tant qu'île. Puis aussi, vous avez probablement entendu parler qu'il y a eu une nomination comme patrimoine UNESCO. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a des présentateurs ici, notamment Pascal Daou et Dominique Boisjoli, qui vont vous le présenter et ils vont se présenter aussi avec leur titre, vous allez voir. Ensuite, on va vous parler un peu de la recherche qui se fait en Anticosti, puis on va y aller précisément sur les thématiques que nous-mêmes, on a sélectionnées pour le programme. Donc, André Desrochers et Michel Garneau, chacun chercheur et chercheuse, vont vous présenter ces thématiques-là. Et ensuite, on voulait vraiment avoir des témoignages de gens qui ont fait le programme Anticosti, donc principalement le postdoc, mais je pense que ça va vous donner une idée aussi pour le doctorat. Donc, il va y avoir Ariel Frenette qui va être là pour nous parler de son expérience en tant que chercheuse postdoctorale, et aussi David Deslauriers qui était directeur de stage. Et puis, ben oui, on vous présente quand même en bref les règles de programme, mais vraiment admissibilité là, principalement et tout ça. Vous allez voir si vous avez déjà vu un webinaire pour la relève en recherche des fonds de recherche, peut-être que vous allez le dire, ils passent beaucoup, beaucoup de temps sur le contexte, puis on n'a pas l'habitude. C'est vraiment à ça que ça sert aujourd'hui. Je pense que d'essayer de vous projeter sur toutes les possibilités de recherche. La flexibilité que vous avez aussi pour vous penser un projet de recherche en Anticosti, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Donc, il va y avoir une vingtaine de minutes, on l'espère, peut-être 15 minutes à la fin, mais on est toujours disponible pour vos questions par courriel là, pour ce qui est de plus administratif. Donc, on se concentre sur comprendre Anticosti, le patrimoine UNESCO, les thématiques. Donc, moi, j'irais déjà d'emblée avec notre première présentation qui est préparée par la Société Anticosti. Donc, je donnerai déjà la parole aux collègues. Je vous laisse le prendre et puis vous n'avez qu'à demander à Émilie qu'elle change les diapos pour vous. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à ce webinaire pour Anticosti. Donc, mon nom est Pascal Daou et je suis responsable de la recherche pour la Société du patrimoine mondial Anticosti. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait ma thèse de baccalauréat et de maîtrise sur Anticosti et il y a beaucoup, beaucoup de projets de recherche potentiels. Puis, j'espère qu'avec cette présentation, vous allez avoir plein d'idées et pouvoir venir sur Anticosti. Donc, on peut changer la diapo. Donc, c'est quoi exactement la société? En fait, c'est un organisme qui a été fondé en mai 2024 avec un démarrage des opérations en octobre 2024. C'est un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration. On a une équipe qui est quand même diversifiée et en croissance. Donc, il y a moi au niveau de responsable de la recherche. On a Caroline Cloutier comme directrice générale, André Desrochers comme directeur scientifique. On a aussi une équipe de guides-interprètes et des stagiaires. La mission première de la société, c'est de veiller au maintien de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça se fait grâce à 3 axes d'intervention. Le premier étant la recherche, ensuite l'éducation et la mise en valeur. On peut aussi faire le prochain. Au niveau de la conservation, c'est partagé en 3 instances. Donc, la société, le ministère de l'Environnement
autrement connu comme étant le MELCCFP, qui s'occupe des réserves de biodiversité et écologique, et CEPAC Anticosti avec le parc national. On peut aller à l'autre diapo. Donc là, c'est où exactement Anticosti? Donc, c'est une île qui est dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, on peut voir le petit bout rouge. Donc, c'est ça, Anticosti. Ensuite, on a une carte qui est un peu plus rapprochée. Puis, comme vous pouvez voir, il y a Port-Meunier qui est le seul gros village sur Anticosti. Et le bien inscrit d'Anticosti, c'est la totalité de la rive de l'île. Donc, on peut voir le pourtour de l'île est tout en rouge. Donc, tout ça, c'est le bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, sauf le village de Port-Meunier. On a aussi les lits majeurs des rivières Jupiter et Vorial qui sont au centre de l'île. Et on a une zone tampon qui est en périphérie des rives ainsi que des lits majeurs qui changent selon l'érosion. Donc, c'est une zone tampon de 1 km. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Dominique Boisjoli, qui, lui, est coordonnateur du site du patrimoine mondial volet protection. Il va vous parler de comment est-ce qu'on protège l'île d'Anticosti. Oui, bonjour tout le monde. Pour inscrire un site au patrimoine mondial, il faut faire reconnaître la valeur universelle exceptionnelle du site, mais il faut aussi protéger le site de façon adéquate. Donc, dans ce contexte-là, il y avait déjà un parc et 2 réserves écologiques sur l'île, mais il y a une réserve de biodiversité qui a obtenu son statut permanent là, en janvier 2024, qui a été créée spécifiquement pour la protection de la valeur universelle exceptionnelle, donc des fossiles de l'île. La réserve de biodiversité fait 1680 km² et en tout, là, c'est près du tiers de l'île qui est maintenant protégée. Donc, ça fait un contexte là, dans un milieu de protection pour la recherche scientifique, ce qui est en soi là, aidant. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, au niveau de la société, on a un conseil d'administration qui est très engagé avec des partenaires qui viennent de différents milieux. On a entre autres la municipalité de l'île d'Anticosti, 2 communautés Innu, Equanichit et Nutashquan, le ministère de l'Environnement, la MRC de la Mangani et un comité scientifique et communautaire. On peut passer à l'autre. Mais finalement, c'est quoi le lien avec les FRQ? Donc, Anticosti, c'est un laboratoire exceptionnel pour une recherche de très grande qualité, mais aussi de calibre international. Et le fait qu'Anticosti a été désigné comme site du patrimoine mondial nous permet d'avoir une visibilité sans précédent pour l'île. Et donc, c'est un moment dans l'histoire du Québec qui va nous permettre de promouvoir la recherche québécoise grâce à Anticosti. Et donc, c'est pour ça que la société et les fonds de recherche du Québec se sont mis en partenariat pour sensibiliser la relève scientifique au potentiel de recherche qu'offre Anticosti. Et ça, grâce à 3 différentes approches. Un, en augmentant le nombre de parcours académiques, donc en ajoutant le volet doctoral cette année. En développant une masse critique de recherche québécoise, par exemple pour l'extinction de masse de l'ordovicien stylurien, l'expertise est plus à l'extérieur du Québec. Donc, on aimerait ça la ramener au Québec et finalement déployer une recherche intersectorielle, donc de permettre une recherche qui est pluridisciplinaire et qui allie différents domaines. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Oui, donc vous avez pu découvrir les partenaires aussi qui sont autour de la société. Donc, gardez ça en tête parce que quand on parle de recherche intersectorielle, ben, on parle aussi de faire des liens, avoir des apports qui viennent de toutes les sphères de la société. Donc, vous pourrez toujours vous référer à l'enregistrement si vous avez le goût de revoir qui sont ces partenaires partout sur l'île. On en vient maintenant aux thématiques qui ont été choisies. Ce ne sont pas uniquement ces 3 thématiques-là, hein. Gardez en tête que vous pouvez toujours proposer d'autres thématiques. Ce sont les thématiques prioritaires. Donc, je vais maintenant donner la parole aux chercheurs et chercheuses qui présentent cette section. Merci, Marie-Pierre. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Donc, si on regarde un peu comme tel, pourquoi Anticosti est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, essentiellement, c'est qu'elle a une valeur universelle qui est maintenant protégée, mais qui doit être mis en valeur, qui doit être mis par la recherche, par l'éducation, par l'interprétation. Bon, cette valeur universelle exceptionnelle sur Anticosti, essentiellement, c'est que Anticosti, reconnu par l'UNESCO, c'est le meilleur laboratoire naturel au monde pour l'étude des fossiles, des strates sédimentaires issus de la première extinction de masse du vivant. Donc ça, c'était à la fin de l'Ordovicien. Essentiellement, on trouve sur Anticosti un énorme laboratoire sous forme de succession stratigraphique très épaisse, en fait la plus importante qu'on connaît
au monde, mais aussi avec un témoignage fossile là, complet de la vie marine de cette époque-là, qui couvre environ 10 millions d'années, qui s'étend de la fin de l'Ordovicien au début du Silurien, donc il y a 437 millions d'années. Et donc, Anticosti a capturé cet événement-là avant, pendant et après cette extinction massive de la vie qui a vu disparaître tout près de 85% de la vie dans les océans à ce moment-là. Donc, ce qui caractérise aussi Anticosti, c'est son abondance, sa diversité, l'état de conservation des fossiles qui sont exceptionnels et qui permettent un travail scientifique de classe mondiale. Donc ça, c'est un thème qui est prioritaire, si on veut. Et ce que j'aimerais faire dans les prochaines diapositives, c'est vous illustrer, si vous voulez bien, cette valeur universelle exceptionnelle. Donc sur la prochaine diapo, ce qu'on peut voir essentiellement, c'est que, évidemment, cette stratigraphie-là s'exprime tout le long du littoral d'Anticosti. C'est quand même 550 kilomètres de terrain, de littoral, donc un terrain de jeu assez vaste, où les strates sont bien exposées et on peut faire littéralement étude de strate par strate. Là, c'est une section, une coupe sédimentaire qui, au total, de la roche la plus vieille à la plus jeune, qui a 1000 mètres et qui représente 10 millions d'années. Donc, c'était une résolution là, pour des géologues qui est extraordinaire. Sur la prochaine diapo, on peut voir aussi que cette succession stratigraphique, si on regarde la prochaine, on a été un peu trop vite, si on revient à l'arrière. Donc, on peut voir aussi qu'à l'intérieur du territoire, il y a ces immenses canyons qui sont des témoignages, des portes ouvertes, si on veut, sur cette stratigraphie-là, qui donne accès à ce témoignage ancien là, de géologique qui montre des strates qui s'accumulent avec le temps, mais surtout lorsqu'on a accès à une des surfaces de litage, mais ce qu'on va voir sur la prochaine diapositive, c'est que les fossiles sont bien préservés, sont tous articulés, comme dans le cas ici de têtes de crinoïdes. Donc, quand on parle de diversité, il y a 1440 espèces sur Anticosti et la qualité des affleurements permet d'étudier à l'échelle des espèces, des populations, des communautés et aussi des écosystèmes, tous les bouleversements qui se sont passés à cette époque. Sur la dernière diapo, j'aimerais vous montrer un peu l'intérêt que porte la communauté géologique à travers le temps. Donc, c'est pas ça fait quand même un siècle et demi qu'on travaille sur la géologie d'Anticosti à partir des années 1850. Ce que vous pouvez voir à gauche, c'est un peu un histogramme des publications qui ont été faites par décennie sur Anticosti. On peut voir que, évidemment, les premières qui datent là, du milieu du 19e siècle, mais si on regarde aujourd'hui, on peut voir qu'on est vraiment à l'âge d'or de la recherche sur Anticosti. Les 2 dernières décennies ont vu un nombre incalculable de publications sur Anticosti, sa géologie, sa stratigraphie, sa paléontologie. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur laboratoire pour étudier la première extinction massive de la vie. Alors, on peut voir qu'il y a eu des publications majeures qui ont été faites dernièrement. En fait, on attribue souvent l'extinction massive de la vie à la fin de l'Ordovicien au refroidissement de la planète, à l'anoxie des océans, mais il reste que on cherche toujours à comprendre les causes et Anticosti est probablement un des endroits dans le monde qui va être capable d'apporter des réponses. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs canadiens, européens, américains qui viennent à chaque été travailler sur Anticosti. Donc, la dernière diapo, je pense, c'est simplement un rappel que ce partenariat-là avec le Fonds de recherche du Québec est un appui qui est quinquennal. Hein? On est à mi-parcours et que cette recherche-là, elle se veut pluridisciplinaire ou intersectorielle, si on veut, en ce cas-ci, essayer de faire rayonner non seulement sa valeur universelle exceptionnelle, mais aussi d'autres thématiques importantes parce qu'on ne travaille pas dans un vide. Lorsqu'on travaille avec un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, biodiversité, géodiversité dans les aires protégées d'Anticosti, mais aussi des aspects sociétaux
en lien, excusez-moi, avec un site qui est maintenant inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on va avoir de beaux exemples de ces thématiques-là là, avec les prochaines présentations. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Donc, on va aller à l'autre diapo pour une des thématiques qui n'a pas été encore abordée. Donc, vous voyez, c'est clair que quand on pense à Anticosti, en tout cas, quand on y visite, c'est beaucoup la paléontologie, mais il y a encore plus. Et les aires protégées, je pense que c'est quelque chose aussi qui interpelle beaucoup. Donc, je passe la parole à Michel, je crois. Oui, bon, alors ça me fait plaisir de vous présenter un autre volet de la recherche qui est possible de faire sur l'île d'Anticosti. On va changer complètement d'échelle temporelle. Alors là, on n'est plus en millions d'années, mais on va être plutôt en milliers d'années au cours des prochaines diapositives afin de couvrir la période Holocène. Je vous fais un peu un résumé d'une étude qui a été faite avec une étudiante de maîtrise sous ma direction. Puis le projet portait sur l'influence du climat sur le développement des tourbières maritimes d'Anticosti au cours de la période Holocène. Puis ce volet-là, ben, il rentre plus dans la partie biodiversité, dans les aires protégées, effectivement, comme tu l'as mentionné, Marie-Pierre. Alors, prochaine diapo. Anticosti, bon, ça a été présenté plusieurs milliers de kilomètres carrés, mais il y a quand même 25 du territoire qui est recouvert par des tourbières. L'île d'Anticosti, bon, elle a une position centrale à l'intérieur du golfe du Saint-Laurent, ce qui a influencé la dynamique récente post-glaciaire de la végétation, puis du développement des tourbières. Puis, on peut voir la teinte jaunâtre qui est sur l'image en bas à gauche de l'île. Tout ce qui est en jaune orangé, jaune moutarde, représente la superficie des tourbières. À la surface, bon, à l'intérieur de l'ensemble de l'île d'Anticosti. Puis, on voit une concentration qui est beaucoup plus importante du côté du sud-est de l'île. Alors, nous, on a travaillé à documenter 2 tourbières dans la partie vraiment extrême sud-est de l'île, dont une fait partie de la réserve de biodiversité qui a été nouvellement mise en place au début de l'année 2024. Alors, il y a les tourbières Pointe de l'Est puis la tourbière Pluvier. Bon, c'est c'est une dénomination qu'on a fait nous-mêmes. C'est pas ça fait pas partie actuellement de la description de la toponymie officielle. Et on peut voir où est, ben, à droite, l'étendue des tourbières, puis le point blanc montre justement, si on peut changer de diapo. OK. Je vais revenir alors parce que les points blancs, gardez leur mémoire, ça montre, non, c'est bon, les points blancs montrent l'endroit où on a fait des forages pour être capable de reconstituer, comme je disais au début de mon intervention, l'histoire du développement de ces tourbières-là au cours de l'Holocène. Dans la partie biodiversité aussi, on peut aller dans la diapo, ben, il y a justement à la surface aussi, pas seulement au niveau de l'histoire, mais même à la surface de ces tourbières-là, une importante biodiversité végétale. Puis, on sait aussi que les tourbières rendent d'importants services écosystémiques. J'en ai listé 3 ici dans le bas de la diapo. La cueillette de petits fruits, notamment pour les populations locales. Pour les populations locales aussi, il y a une grande valeur esthétique, récréative, éducative et même spirituelle. Il y a des gens qui, même chez les Premières Nations, qui vont dans les tourbières, l'étendue de ces milieux-là sont des milieux qui sont extrêmement ouverts, alors il y a des gens qui vont chercher une inspiration spirituelle. Puis aussi, pour la faune, ce sont des milieux qui sont très riches parce qu'ils sont d'importantes aires d'alimentation et de nidification.
pour certains mammifères, pour des aires d'alimentation, mais alimentation, nidification aussi pour la faune ailée. Alors, il y a quand même plusieurs sortes d'oiseaux qui sont trouvés dans les tourbières. Alors, dans la liste ici des plantes qui sont montrées, juste pour retourner encore, on peut voir la sarracénie pourpre et la Drosera à feuilles rondes. Si vous êtes capable de lire les noms dans le bas des images. Et ce sont notamment 2 plantes carnivores qui vivent à l'intérieur de ces écosystèmes-là et ne vivent que strictement à l'intérieur de ces écosystèmes-là. L'arrêtus bulbeuse, la petite violacée dans la troisième dans la partie inférieure là, des images, c'est une espèce qui est susceptible d'être désignée menacée, qui est une espèce strictement de tourbière aussi, puis qui est extrêmement importante à Anticosti. L'autre diapo, s'il vous plaît. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure de regarder dans les 2 tourbières où il y avait des points blancs et que je référais à des sites de carottage. Alors, ce que nous avons fait, André a montré une stratigraphie absolument exceptionnelle avec des périodes qui couvrent des plus de 10 millions d'années. Nous, on a carotté quand même, on a couvert une période que je disais au cours de l'Holocène, des histoires qui ont été reconstituées, qui varient entre grosso modo 9000 ans et 6000 ans avant aujourd'hui. Histoire du développement de la végétation et du développement aussi des variables hydrologiques. Alors, la position centrale de l'île d'Anticosti à l'intérieur du golfe fait que les tourbières ont enregistré, ce sont vraiment d'autres types d'archives que les archives rocheuses, mais des archives qui sont encore non fossilisées en termes de roches, mais qui constituent des fossiles aussi et qui nous ont permis de reconstituer l'histoire de la circulation atmosphérique et de la circulation océanique à l'aide de différents fossiles au cours des derniers 10 000 ans d'histoire dans le Golfe. Et on a aussi, on peut aller à l'autre diapo qui succède. On a aussi, si on peut voir les surfaces blanchies à l'intérieur des tourbières, on a pu détecter de la présence lorsqu'on était en Anticosti au cours du mois de juillet. Ces monticules recouverts de lichen à l'intérieur des tourbières contenaient encore de la glace dans leurs sédiments. Alors, nous, on a émis l'hypothèse qu'au cours de la période du petit âge glaciaire, qui est la période la plus froide des derniers 10 000 ans, il y aurait eu installation, formation de pergélisol dans les tourbières exposées de l'île d'Anticosti, puis ça constituerait en fait la distribution la plus au sud dans l'Amérique du Nord d'un pergélisol qui est aujourd'hui relique, qui est plus actif, mais quand même qui marque une distribution la plus au sud pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Alors, les tourbières constituent des écosystèmes uniques pour la mise en valeur du patrimoine naturel de l'île d'Anticosti et pour la contribution scientifique, comme j'ai expliqué brièvement, là, qu'elles fournissent à partir de l'analyse scientifique de différents indicateurs contemporains et passés. Alors, j'espère que j'ai pu vous partager un peu aussi de ma passion sur cet écosystème fantastique qui occupe une grande partie de l'île d'Anticosti aussi. Merci Michel. Donc, vous avez vu en séquence une thématique plus paléontologie stricte. Je ne m'essayerai pas avec le terme, ça ne me vient pas, mais aussi la biodiversité, la géodiversité. Il y a quand même un troisième thème, puis l'exemple d'Ariel qui s'en vient, son témoignage est dans le thème 3 aussi. Mais juste pour rappeler que tout ce qui est développement local ou insulaire d'un point de vue sociétal, donc tous les aspects sociétaux que ça peut vous avoir allumé aussi, de dire, on parle de l'histoire, mais on parle du développement, peut-être aussi l'archéologie, le tourisme, l'agriculture, l'innovation sociale, l'autonomie, l'innovation sur l'île et tout ça. C'est des possibilités donc qui se retrouvent plutôt dans la thématique 3. N'hésitez pas à aller voir sur les règles de programme pour vous inspirer. Puis si jamais il y a quelque chose
de particulier, puis vous aimeriez dire, ben moi, je pense que ça pourrait marcher avec Anticosti, ça m'intéresse, ben on peut toujours prendre votre question puis la passer à André, Michel, ou peut-être aussi Pascal. Donc, gênez-vous pas, là, il y a de la flexibilité, il y a différents angles, puis là, pour une fois, c'est ça, c'est peut-être d'être capable de comparer des choses qu'on n'a jamais comparées avant. Je veux dire, il y a une belle opportunité ici. Donc, un autre aspect du thème 3, c'est le patrimoine culturel. Et puis, ben, Ariane, je ne sais pas pourquoi je ne dis pas tout le temps Ariel, va nous parler un peu de son expérience sur Anticosti. À toi, Ariane. Euh, Ariel, mon Dieu. c'est pas grave. Merci, bonjour. Merci de l'invitation à partager mon témoignage pour le webinaire. En fait, moi, je faisais partie du premier concours de bourse postdoctorale pour le thème 3, donc sur les aspects sociétaux d'Anticosti. Le projet qu'on avait proposé, c'est sur les patrimoines culturels et les récits, donc culturels, matériels et immatériels. Nous, on voyait ça comme une approche intégrée de la biodiversité en collaboration avec Manon Savard, qui est archéologue à l'UQAR, qui était ma superviseure de stage. Ce qu'on se disait, c'est qu'il y a un foisonnement, André en a parlé, de recherche sur Anticosti, mais qui se concentre beaucoup sur les milieux naturels. Mais quand on parle de biodiversité, puis à l'UNESCO, c'est un des thèmes qui ressort beaucoup, ben, ça comprend aussi l'espace humain et le patrimoine et la mémoire. Donc, le projet qu'on avait proposé était large. Volontairement, on voulait se laisser de la place pour comprendre. Déjà, parce que l'histoire d'Anticosti est fascinante, il y aurait plein de portes à ouvrir de ce côté-là. Et dans le cadre d'un projet postdoctoral, ben, on s'est dit, on va d'abord commencer par parler avec la population, savoir c'est quoi qui est intéressant. C'est quoi les sites qui seraient à documenter, c'est quoi les époques de l'histoire qui pourraient être intéressantes. Et donc, le projet, c'était vraiment une approche du patrimoine culturel en général, où on disait, on va faire un inventaire, on va parler de la dégradation de certains sites, mais aussi de ce qui peut être fait pour conserver les sites qui ont été disparus, mais les sites qui survivent encore. Donc, en 2023, je suis allée sur le terrain. J'ai eu un accueil absolument exceptionnel de la communauté, entre autres de Pascal qui était là cet été-là, qui nous ont aidés à identifier certains sites. J'en ai mis ici en photo, là, mais si on commence à gauche, il y a la pointe, le phare de Pointe-Nord qui fait partie de la pourvoirie du lac Geneviève. Le deuxième, c'est la pointe sud-ouest, où il y a un phare avec un cimetière qui est très difficile d'accès, mais c'est un site exceptionnel. On a, sinon, sur la pointe ouest, des cimetières anciens qui sont, on le voit mal sur la photo, mais qui sont susceptibles à l'érosion. Et finalement, on a une reconstruction du phare qui était dans le manoir de, son nom m'échappe, Henri Meunier. Et la tombe que j'ai pas mis, mais la tombe aussi du sorcier d'Anticosti, Gamache. Mais finalement, ce que le projet nous a amené, au-delà de rencontrer la population, c'est qu'on a tellement ouvert de portes, on a été du côté des données d'archives pour se rendre compte de l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est là que, entre-temps, je suis devenue professeure à l'UQAR et on veut continuer ce projet-là. Mais il y a tellement, tellement, tellement de portes à ouvrir du point de vue du patrimoine culturel que le projet se continue et que j'invite énormément de personnes à venir contribuer. Et donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Je voulais aussi mentionner que c'est un terrain de recherche. Moi, j'arrivais d'un parcours à la maîtrise et au doctorat qui s'intéressait aux études nordiques, donc dans le nord des Inuits. Il y a toutes sortes de particularités intéressantes à fouiller du côté de l'insularité du mode de vie, mais aussi de toute la question de l'adaptation de la recherche à un terrain qui est en milieu éloigné, à des communautés qui sont petites, qui sont sur un territoire vaste, difficile d'accès dans certains cas. Donc, il y a toutes sortes de questions à creuser de ce côté-là et de questions qu'on continue de se poser qui vont être intéressantes. J'ai très hâte de voir les projets qui vont suivre.
Merci Ariel. J'espère vraiment qu'on va justement se faire surprendre par des idées que vous avez peut-être justement du fait que vous avez des sujets de recherche en ce moment, soit doctoral ou bien vous avez quelque chose de postdoctoral que vous aimeriez présenter, puis que peut-être on n'aurait pas pensé, mais ça se traduit très bien sur Anticosti. Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc passez le mot si vous avez aussi des collègues qui travaillent sur des choses où vous dites, oh, je vois un parallèle, ça pourrait être vraiment intéressant, ça pourrait être unique. Je pense que c'est une opportunité vraiment pour rendre votre recherche unique, là, qui... Moi, je suis bien enthousiasme par rapport à ça. J'ai mis dans questions-réponses aussi, si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les mettre en espérant que tout le monde voit la question-réponse qui est en haut de votre écran. Sur les thématiques, si vous voulez poser une question à Ariel tout de suite. Puis pendant ce temps-là, on va aller voir un témoignage plutôt du point de vue direction de stage. Donc, ça vous prend un directeur ou une directrice de stage avec vous. Donc, David, je te laisse nous faire un petit témoignage. À toi. Oui, bonjour tout le monde. Ici David Delaurier. Je suis professeur en écophysiologie des poissons à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski. Je vois que mes diapos, là, on dirait qu'ils sortent mal, là. Bon, le titre de notre projet, là, c'était de quantifier la biodiversité, la géodiversité, là, dans les différentes rivières de l'île d'Anticosti. Je parle en mon nom, puis celui de Peyton Thomas, là, qui est la stagiaire postdoctorante impliquée dans le projet. Donc, Peyton et moi, on a des intérêts communs. Dans mon labo, on étudie l'écophysiologie des poissons, on développe des modèles bioénergétiques pour essayer de comprendre la croissance des poissons et la consommation de nourriture sous différentes conditions environnementales. Puis plus récemment, on utilise les otolithes, là, qui sont des concrétions minérales qui se retrouvent dans l'oreille interne des poissons pour essayer de comprendre ces processus physiologiques-là. Puis on est capable d'utiliser la chimie le long des bandes de croissance pour essayer de comprendre ces processus-là. Donc, on a proposé un projet qui tirait un petit peu avantage de ça, en combinant ça avec la géodiversité. Donc, géodiversité, moi, je suis pas un géologue, mais ce qui influence les signatures chimiques dans l'otolithe, c'est la microchimie de l'eau, donc les éléments traces qu'on prévoit quantifier également sur les Anticosti. Donc, on peut changer de diapositive. Donc, les deux objectifs, il y en a un qui c'est vraiment de la quantification de la biodiversité. Puis pour s'y prendre, ben, on va utiliser de l'ADN environnemental. Donc, on va prendre des échantillons d'eau. On essaie de couvrir l'entièreté de l'île. C'est à voir si on va être capable de le faire. On a eu une mission préliminaire cet été. Puis, on prend des échantillons d'eau pour l'ADN environnemental, mais également pour les éléments traces. Donc, c'est des petites concentrations de minéraux qui se retrouvent dans l'eau. Puis, on s'attend à ce qu'il y ait des différences assez marquantes, là, plus on va se promener à travers les différentes rivières, ce qui va donner des signatures distinctes dans l'otolithe des poissons. Pour ce premier objectif-là, aussi, on veut collaborer avec la communauté d'Anticosti. Donc, cette année, on est allé, la saison de la pêche était terminée. Donc, on va s'y prendre différemment cet été, là, mais on aimerait ça qu'il y ait des gens qui effectuent la pêche récréative, là, notamment avec le saumon atlantique, puis l'ombre de fontaine, qui puissent contribuer des échantillons. Puis, on prévoit faire un BioBlitz également là, avec la communauté de Port-Meunier dans les rivières locales autour du village, puis peut-être un peu plus loin, pour essayer de vraiment quantifier cette biodiversité-là qu'on peut aller chercher avec l'ADN environnemental. Puis dans un second objectif, ben, on veut lier cette biodiversité, cette géodiversité avec des signatures environnementales puis biologiques. Donc au niveau biologique, c'est les otolithes de poissons qui peuvent nous en dire beaucoup sur l'historique de vie de ces poissons-là, notamment s'ils passent de l'eau douce à l'eau salée, s'ils se promènent d'une rivière à l'autre. On est capable d'en déduire cette information-là à partir des otolithes. Puis on veut aussi utiliser la télédétection pour évaluer si la géomorphologie des rivières influence aussi l'histoire de vie des salmonidés. Aller sur Anticosti, c'est ma première fois. Ça fait depuis très longtemps que je désire y aller. Puis là, on avait une opportunité de greffer d'autres projets également. Donc, on a Gabriel ici qui a fait partie de l'équipe
qui lui est en gestion de projet, donc un domaine complètement non lié à la biologie, là. Lui, il a intérêt à développer des méthodologies pour les expéditions en milieu éloigné. Donc, je lui ai parlé de notre projet, puis ça l'intéressait grandement. Puis ce qu'il prévoit faire, c'est de consolider là, de la littérature puis des vidéos sur l'organisation de ces expéditions-là. Puis utiliser l'intelligence artificielle afin de créer un protocole là, qui pourrait être utilisé pour notre projet, mais aussi pour d'autres projets qui se passent notamment dans l'Arctique canadien. Puis, vous allez voir, là, notre expédition, on essaie de le faire tout à pied. Donc, on est sur le terrain, on marche, on essaie de courir des fois, c'est pas toujours possible, avec notre équipement sur le dos. Donc, on a été suivi par une équipe de kinésiologues de l'Université du Québec à Rimouski là, qui suivait notre condition physique, là. Donc, on a fait des tests physiques avant de partir, on a pris en note tout ce qu'on mangeait. Puis, on avait des montres intelligentes là, qui enregistraient des données sur notre sommeil. Puis, on a fait un test physique en revenant également. Donc, on a bien hâte de voir ces données-là sur une mission à plus long terme. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, ici, j'ai juste placé une carte des différentes rivières au Québec où l'ombre de fontaine anadrome se retrouve. Donc, c'est une espèce que j'étudie dans mon laboratoire particulièrement. Puis, on voit qu'Anticosti, l'ombre de fontaine anadrome, s'y retrouve abondamment dans plusieurs rivières. Puis, la plupart de ces rivières-là, ben, il y a des saumons également qui se retrouvent. Donc, les deux espèces cohabitent, ce qui fait en sorte qu'ils vont être exposés aux mêmes conditions environnementales, mais probablement qu'ils ont des histoires de vie qui diffèrent. Ce qu'on veut aller chercher sur l'otolite. Donc, l'otolite, quand on fait une coupe transversale, ça ressemble à la photo en haut à droite. C'est comme des anneaux d'un arbre. On peut compter l'âge du poisson, mais quand on passe un laser, on peut aller chercher l'information chimique. Ce qui est indiqué dans la figure en bas, c'est la signature du strontium au cours de la vie d'un nombre de fontaines que nous, on a en élevage ici à la station aquicole. Donc, à partir de 2 ans, les ombres de fontaine et les saumons là, peuvent supporter l'eau salée. Donc, quand ils vont aller en eau salée, on va avoir un pic de strontium à l'été. Puis, quand ils vont retourner en eau douce à l'hiver, ben, ce strontium-là va diminuer dans l'otolite. Donc, on peut en déduire que cette ombre de fontaine-là, en particulier, a été exposée à l'eau salée pendant 5 ans. Donc, ça peut nous donner beaucoup d'informations, mais il y a une série de 40 éléments traces que nous, on suit dans l'otolite, ce qui peut nous donner de l'information sur l'habitat qui est utilisé par l'ombre de fontaine. Et le saumon, évidemment, qui est une espèce emblématique là, à Anticosti. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, juste un peu d'état de réalisation de travaux. Donc, c'était la première fois qu'on allait sur Anticosti. On a passé une semaine. On a couvert une section là, des rivières qui se retrouvent au sud de l'île. Donc, on a couvert 7 rivières là, qui étaient vraiment à l'œil, toutes différentes les unes des autres. Les données d'éléments traces là, sont au laboratoire, là, donc on devrait avoir des données bientôt. J'ai bien hâte de voir là, ce que ça va donner. On a passé la plupart de notre temps à échantillonner de l'eau, donc à filtrer de l'eau avec des seringues. Donc, vous voyez ici Andréane puis Peyton qui filtrent. Donc, on a passé beaucoup de temps à faire ça. Les échantillons, ils étaient préservés, puis on s'est organisé avec une guide locale, là, Daniel Morin, là, qui a été quand même clé dans l'organisation de notre expédition, qui est venu chercher des échantillons pour pas qu'ils détériorent, puis qui nous a ravitaillés en nourriture également. On a essayé d'organiser une consultation avec la communauté avant de partir pour l'expédition, mais à cause du timing qui était très court, puis le fait qu'on l'a annoncé un peu tard, ben, on a eu plus de serres qui sont venus nous voir que de personnes résidentes. Donc, on va essayer de s'organiser différemment la prochaine fois parce qu'on veut vraiment que la communauté soit impliquée dans notre projet. Puis c'est ça, notre projet, l'idée du projet, c'est que notre empreinte écologique soit minime, là. Donc, on essaie de le faire à pied autant que possible avec tout notre équipement. Donc, ça peut faire rêver, mais c'est quand même pas si facile à faire. On a rencontré des rivières où il fallait se mouiller beaucoup pour les traverser, puis il fallait improviser des terrains des fois, mais ça donnait quand même une expérience assez unique. Donc, on va essayer de continuer sur cette direction-là. Puis nous, l'idée avec ça, c'est on voudrait comparer avec une expédition qui est plus traditionnelle, là, la différence d'empreinte écologique qu'on peut avoir, puis est-ce que ça a un impact d'y aller de cette manière-là ou pas. Donc, c'est un autre aspect de notre projet.
Donc, Merci beaucoup, ça ressemble à David. ça. Oui. Oui, c'est un exemple vraiment inspirant dans le sens où moi, je pense que si Anticosti, ça vous inspire, mais vous n'êtes pas certain comment prendre ça, peut-être d'amener ça justement au niveau de votre département. Tu sais, de dire qu'est-ce que ça pourrait dire, parce que là, on a à la fois une recherche qui est sur la biodiversité, mais aussi sur l'étude de comment on peut faire l'émission. Il y a aussi de l'éco-responsabilité en recherche, des choses, des aspects qui sont très intéressantes, puis que peut-être justement l'intersectoriel, des fois, ce que ça veut dire, c'est de parler d'un projet comme ça, puis de dire, y a-tu d'autres départements qui sont intéressés? Y a-tu d'autres... est-ce qu'on peut y greffer des aspects qui est carrément là, ce que David nous proposait? Puis peut-être juste pour donner encore plus de concret, c'était quand même du terrain qui était une semaine, hein? C'est ça? Vous n'êtes pas allé 3, 4, tout l'été au complet. Ariel, est-ce que c'était aussi à peu près une semaine ou Moi, j'étais allée 2 semaines. 2 semaines? Puis David, plus une semaine, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. C'était plus voilà. pour se familiariser avec la technique, le terrain, les gens. Puis Fait qu'il y a des cette année, là, modalités de terrain qui peuvent ouais. être différentes, mais on peut faire beaucoup de choses en une semaine aussi. Puis je tenais à le dire, là, c'est cas par cas, bien sûr. Je sais pas, André, si tu veux rajouter quelque chose sur la composante terrain, qui est quand même assez importante dans ce programme-là. Donc, je te donne la parole. Ben, j'aimerais certainement ajouter un point sur les deux témoignages d'Ariel et de David, c'est l'aspect aussi consultation. Tu sais, l'importance aussi de diffuser les connaissances vers le milieu d'accueil. Ça, c'est un aspect important du programme, je crois. Puis, je pense que le témoignage d'Ariel et de David montre que ça a été tenu en compte là, dès le départ. Donc, bravo. Donc, on y va maintenant avec la dernière partie, puis ça va nous laisser peut-être 10 minutes, 12 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas de déjà les poser si vous en avez, là, peut-être pas attendre trop longtemps. En même temps, là, on entre dans la partie règles de programme. On y va vraiment à l'essentiel. Il y a beaucoup plus d'informations sur le site web qu'on va vous donner aujourd'hui. Donc, allez les consulter. On a déjà pris un peu d'avance en parlant de la composante terrain qui devrait être évidente pour le postdoc, peut-être un peu moins nécessaire systématiquement pour le doctorat. Ça sera à voir. Puis la partie consultation avec le milieu. Donc, Émilie Rochette, qui est responsable de programme pour ce programme-là au Fonds de recherche, prend la suite pour vous donner un peu d'informations, mais n'hésitez pas à prendre de l'avance, à poser vos questions. Sinon, on les prendra à la fin, une dizaine de minutes. À toi, Émilie. Oui, bonjour. Alors, je vais être assez brève, là. Mes collègues ont pratiquement tout dit, en fait, par rapport au programme. Bien, premièrement, effectivement, là, la première chose que je vous conseille, c'est d'aller consulter attentivement les règles de programme, là. Toute l'information qui vous a été transmise aujourd'hui sont incluses là, dans les règles de programme. Donc, je vous invite à les lire attentivement. Pour ce qui est de tout, je dirais, le spectre des possibilités et tout ce qui concerne comment les trois thèmes peuvent être inspirants, ça a également été couvert là, par les différents intervenants qui ont parlé juste avant moi. Mais je voudrais quand même vous donner quelques aspects, là, je pense, importants à retenir. En ce qui concerne le volet doctoral, qui est le volet qui est nouveau cette année, c'est vraiment un volet qui vise les étudiants et les étudiantes qui ont déjà entamé des recherche et de doctorat, mais qui souhaitent ajouter une dimension en lien avec Anticosti. Donc, la bourse va prendre la forme là, d'un supplément de 12 000 pour une année, avec un supplément qui peut aller jusqu'à 10 000 pour appuyer le projet de recherche, là, que ce soit en termes j'imagine, de besoin d'aller sur le terrain ou autres besoins reliés au projet de recherche. Pour être admissible, seules les candidatures individuelles là, sont acceptées dans le volet doctoral. Là. Il n'est pas possible de soumettre des projets conjoints avec d'autres partenaires. Et pour être admissible, ben, vous devez également avoir le soutien là, de votre directeur ou votre directrice de recherche qui devra là, évidemment donner son consentement pour que vous puissiez bénéficier de la bourse. Concernant le volet postdoctoral, c'est une bourse postdoctorale assez traditionnelle. Vous devez être titulaire d'un doctorat de 3e cycle qui a été émis dans les 3 dernières années.
Et puis, vous pouvez également là, soumettre votre candidature si vous n'avez pas encore déposé votre thèse, mais le dépôt initial doit être fait là, avant le début de l'utilisation de la bourse. Et vous devez également avoir pris là, des arrangements pour être affilié à l'université, là, comme pour d'autres bourses. La bourse est de 45 000 par année. C'est renouvelable pour une année supplémentaire. Et puis, vous avez également accès là, à un supplément de 25 000 pour appuyer votre projet de recherche. Concernant le volet postdoctoral, contrairement au volet doctoral, là, la composante terrain, particulièrement pour les thèmes 1 et 2, est primordiale. Donc, elle est très importante. Et puis, finalement, comme l'a mentionné là, André, c'est également important de prévoir, en termes de retombées, un retour là, vers la communauté sur les différents résultats de recherche qui pourraient être pertinents. Donc, je ne sais pas, Marie-Pierre, si tu veux ajouter d'autres choses, mais je vous laisserai vraiment, là, je vous laisserai le terrain pour poser, la place pour poser vos questions. Je sais qu'il y a aussi les dates. On peut peut-être mettre les dates pendant que je parle. On a dit que c'est quand même assez traditionnel comme postdoc, mais ça reste que c'est dans une thématique. Donc, vous ne pourrez pas nous proposer ce qui bon vous semble. Il faut vraiment qu'il y ait un lien avec tout ce dont on vient de parler. C'est vraiment important. Puis démontrez-le, sinon les critères d'évaluation sont quand même assez clairs. Ça ne passera pas. Donc, c'est mieux de venir vers nous si vous n'êtes pas certain comment développer votre thématique. C'est correct d'être très enthousiaste, mais il ne faut pas non plus improviser sans essayer d'aller parler à des bonnes personnes qui connaissent quand même Anticosti, la recherche, tout ça. En tout cas, moi, je vous le recommande chaudement. Donc, ici, vous avez les dates importantes. Donc, vous voyez que le début de stage, c'est vraiment pour l'été qui s'en vient. Je dirais peut-être un dernier petit truc sur le profil pour le doctorat. Donc, le volet doctorat, on s'attend quand même à ce que ce soit quelqu'un qui a quelques années là, de fait. Donc, si vous venez tout juste de commencer votre doctorat, il faut que ça s'intègre à quelque chose d'existant. Donc, ça va peut-être demander plus de travail. Peut-être qu'il faudrait attendre 1 an. Donc, tu sais, si vous êtes au début, vous n'êtes pas sûr, encore une fois, interpellez-nous, juste pour être certain. Que, comme ça, on peut vous aider à vous aiguiller là-dessus puis à prendre des décisions. Il y en a qui l'ont déjà fait. On vous remercie pour les questions qui ont déjà été envoyées